Van harte welkom terug allemaal. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Évidemment, nous avons dû changer le décor parce que tout est corona-proof. Les gens du décor n'aiment pas que j'ai mon masque ici, mais bon, on doit apprendre à vivre avec cette situation. Et maintenant, nous avons un panel très divers. Nous allons voir quels sont les projets d'avenir, tous les projets qui s'annoncent. Est-ce que ce sont des projets qui sont réalisables? Que signifient tous ces projets pour les personnes qui travaillent dans le secteur public? Et est-ce qu'il y a peut-être quelques pièges? Nous avons un temps restreint pour ce débat, pour ce panel, et j'ai beaucoup d'invités qui sont ici avec moi. Donc je vais rester assez bref dans les introductions de chacun et chacune. Mais bienvenue, van harte welkom, Barbara van den Houten. Bienvenue à Barbara van den Houten, administratrice générale de Digital Vlaanderen, pour Monsieur Lefebvre, bourgmestre. La ville de Aat également. En uiteraard van harte welkom, Mohamed Ridouane, bienvenue, le bourgmestre de Bourgmestre. Deling prospectie. De Grise, qui est président de l'Institut européen, et malheureusement, notre ministre est excusée. Il y a eu un problème de sorte qu'elle ne peut pas participer au débat, mais il y a des personnes qui vont partager vos opinions, vos idées. Moi, je suis l'animateur de la discussion. Normalement, ce sont les gens de la CSC même qui posent des questions, et il y a 2 personnes ici présentes dans le panel. Et je souhaite la bienvenue à Christophe Van den Bulk. D'être ici avec moi aussi pour un peu faire un petit challenge avec les personnes que nous avons invitées. En laat ik maar meteen beginnen met een... On commence directement avec la première question. Première question à vous, Madame Van den Houten. Ce qui est très important, ce qu'on doit voir pas uniquement de la part des citoyens, mais également de la part de toutes les personnes qui travaillent en secteur public, c'est la différence qu'il y a, cette lacune digitale qui est encore plus grande, qui semble plus grande. Comment peut-on trouver une solution? Oui, évidemment. Il est vrai qu'il y a des différences. C'est une affaire de compétences, mais je voudrais également dire que je constate de plus en plus qu'il y a une fracture, une autre fracture, des personnes qui ne peuvent plus gérer le digital. Nous voyons des personnes qui viennent poser leur candidature, qu'ils doivent encore créer une adresse e-mail. Ils ne l'ont plus, et lorsqu'ils vont poser leur candidature, ils doivent créer une adresse e-mail, avoir des formulaires, etc. Et en fait, nous voyons que cette fracture numérique-là aussi est très importante, et là aussi, il faudrait être attentif. D'autre part, nous voyons par exemple, l'invitation pour la vaccination. On voit la fracture numérique dans la pratique, et on le constate, on le voit en détail. Les personnes qui réagissent aux convocations digitales et par la poste, c'est la réalité. Du côté de l'autorité flamande, nous misons sur le numéro 1700, le contact center général, pas uniquement pour des questions générales, mais également pour accompagner les citoyens et les entreprises pour trouver leur voie dans les applications. Nous voyons que les questions qui sont posées et les réponses qui sont données de plus en plus concerne l'accompagnement digital. Et ça aussi, ces fractures numériques, reprendre l'écran, toutes sortes de modules qu'on applique, eh bien, cette application doit être, cet accompagnement doit être plus importante. Ce sera indispensable. Mais donc, il faudrait parler également de cette fracture-là aussi parce que ça pose problème.
Donc, une manière atypique peut-être de gérer la situation, mais cette fracture numérique va dans les deux sens, en effet. Mais il y a, et là je m'adresse à Christophe van den Bulck, on ne peut pas oublier que si tout se déroule de façon digitale, beaucoup de choses digitales sont occupées par des personnes. Ce sera une solution pour les connaissances et les possibilités de ces gens. Est-ce que vous constatez que le citoyen pense « OK, je vais poser une question au guichet digital et j'aurai la réponse immédiatement ». C'est un fait. Ça, c'est, simplifié pour les gens qui connaissent le monde digital. Ça facilite la façon de poser des questions concernant l'administration locale. Des plaintes auprès de la police locale peuvent être introduites via le guichet local digital. Et les gens voient que c'est facile ainsi, mais ils attendent aussi, en fait, une réponse immédiate. Et poser la question, c'est une chose. Donner la bonne réponse, c'est autre chose. C'est un travail humain. Et évidemment, lorsqu'on a un guichet analogue, lorsqu'on est dans la file d'attente, on voit qu'il y a encore 3 personnes qui nous attendent, qui attendent avant moi. Mais au niveau digital, c'est une sorte de boîte noire. On ne voit plus ce qui se passe. Et on attend cette réponse immédiatement. Elle n'est pas assez rapide. Il y a une frustration. Et si une réponse est posée lorsqu'une question est répondue, eh bien, on voit que cette boîte noire donne un certain stress auprès de la personne qui pose la question, mais également auprès du membre du personnel, parce qu'il voit qu'il y a une file d'attente, on est mis sous pression, je dois répondre rapidement à la question, et ce n'est pas toujours évident. Et donc, il faut toujours penser à l'être humain derrière la digitalisation. C'est un bon outil, la digitalisation, mais ça ne solutionne pas tout. C'est les personnes qui doivent le faire. Ce que vous m'avez raconté quand on a un peu préparé ce panel, Monsieur Boel, c'est qu'au moment, quand on était en pleine crise Covid, vous avez été vous-même une des personnes qui, dans ce numéro unique où les gens pouvaient appeler quand ils avaient des questions, vous avez, pendant quelques jours, si je me trompe, pris le téléphone vous-même. Est-ce que vous avez ressenti ça effectivement, que les gens qui téléphonent pensent vraiment que vous avez toutes ces compétences parce que vous êtes la personne qui a pris ce téléphone ? Mais je crois que logiquement, la population, le citoyen recherche le service public, c'est-à-dire le meilleur service public quand il a des questionnements par rapport à des situations personnelles qu'il rencontre. Et ce service public doit pouvoir, quelles que soient les circonstances, lui donner le service qu'il attend. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel. On s'est rendu compte au travers de cette crise où du jour au lendemain, à la mi-mars 2020, tous les services publics ont fermé quasi complètement, qu'il nous fallait être tournés vers le futur et pouvoir nous adapter dans des temps excessivement réduits pour continuer à donner ce service public. Et ça a été, je crois, la force de la plupart des administrations de pouvoir finalement tourner l'interrupteur du jour au lendemain et pouvoir donner non peut-être plus le même service public, mais un autre service public, et en tout cas ce que j'ai appelé le meilleur service public possible, c'est-à-dire rendre les orientations que le citoyen souhaitait les plus accessibles, le plus rapidement possible, et surtout avec la meilleure compétence possible. Ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que beaucoup de citoyens ignorent qu'ils ont des offres digitales qui sont à leur service, qui leur permettent d'avoir finalement le même service que derrière un guichet d'une administration. Et ce guichet, il va changer, on espère, bientôt à nouveau. Tous ces collaborateurs qui travaillent maintenant à partir du domicile vont à certains moments, en tout cas on l'espère, revenir au lieu de travail. Ou au moins quelques jours par semaine, peut-être pas en plein temps, ça, c'est des choses qui se discutent maintenant. Est-ce que vous voyez, Monsieur Boel, un changement de collaboration
qui pourrait éventuellement être un petit problème ou quelque chose où on doit être très attentif? Je crois qu'on doit effectivement être attentif à demain. Et demain, c'est bientôt, puisque si l'arrêté ministériel le confirme, à partir du 9 juin, on va pouvoir rentrer 20% du personnel en même temps en télétravail à partir du 1er juillet, le plus possible. Néanmoins, je crois que l'administration, comme les entreprises, ne seront plus du tout ce qu'elles étaient auparavant. Il y aura un avant-Covid et il y aura un après-Covid. Je crois que la capacité d'une administration à s'adapter, c'est justement pouvoir se tourner vers le futur et à la fois donner ce service aux citoyens, mais aussi à la fois tenter de combiner ce que j'appelle le service public et le bonheur au travail. C'est quelque chose qui est à mes yeux essentiel. On parle beaucoup de bien-être au travail. J'aimerais conserver le terme bien-être au travail par rapport au respect des législations. Mais je crois que le bonheur au travail, c'est tout à fait autre chose. Quand on prend une carrière d'un agent d'un service public, sur une quarantaine d'années, eh bien, il va se lever 8800 fois pour aller au travail. Vous avez fait le calcul, j'entends. J'ai effectivement fait le calcul, compté 220 jours plus ou moins de travail sur une année, vous multipliez par 40 années, ça fait donc 8800 fois. Donc ça veut dire qu'un travailleur d'un service public va se lever 8800 fois pour se rendre à son travail. Alors s'il ne le fait pas avec la sensation que ce qu'il fait a du sens, parce que c'est surtout ce que les travailleurs cherchent aujourd'hui, c'est avoir du sens, eh bien je trouve ça profondément malheureux. Et donc on va devoir s'adapter dans les services publics de telle manière à pouvoir être une administration orientée vers ce qu'on appelle les New Way of Working, les NWO, où il va falloir combiner du présentiel pour faire du lien avec la structure, parce que je crois que c'est essentiel de conserver ce lien, mais aussi pouvoir offrir au personnel ce télétravail, dont les contours restent effectivement à définir, mais qui ont permis, par la force des choses, par la force de la crise, à avoir un autre mode de vie personnel pour chacun de nos agents. Et je crois qu'on ne fera pas l'économie de cette réflexion et de pouvoir offrir justement aux membres du personnel ce nouvel équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et je puis vous assurer que ça fait quasi maintenant 15 mois qu'on est en télétravail. Les administrations communales ont continué à fonctionner, même à distance. Les séances du conseil communal ont continué. Les séances du collège communal comportent toujours des centaines de dossiers comme elles le comportent aujourd'hui. Et le personnel a pu continuer à rendre ce service public qui est offert aux citoyens. Je crois qu'il faut maintenant essayer de trouver ce juste équilibre sur un mode de travail durable, où finalement on doit avoir avec nos services IT la capacité de pouvoir offrir ce nouveau mode de fonctionnement à l'intérieur des services publics. Sylvana, est-ce que dans votre expérience, parce qu'en fait on parle un tout petit peu des conditions de travail, est-ce que dans votre expérience avec tous ces changements, est-ce qu'on détruit trop ce qui existait déjà? Est-ce qu'on construit suffisamment de nouvelles choses? Et est-ce que cette numérisation, est-ce qu'on est assez attentif à ce focus, je dirais, de conditions de travail, de bonheur au travail? Alors, le bonheur au travail, c'est quelque chose qu'on nous vend, on en parle beaucoup, on nous le vend dans tous les projets d'organisation du travail en alternance, à la maison ou dans des bureaux satellites, et au bureau. Au fédéral, l'expérience du New Way of Working et du télétravail 3 fois par semaine a commencé il y a une quinzaine d'années par le SPF Sécurité sociale. Ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, il y avait du budget. Il y avait un budget spécial qui avait été alloué pour permettre de mettre en place de la manière la plus optimale possible cette nouvelle manière de travailler.
Le budget qui a été octroyé à l'époque au SPF Sécurité sociale et peu de temps après au SPF Mobilité était dans le cadre d'une expérience pilote qui devait faire exemple pour implémenter le même système dans les autres administrations fédérales. Et entre-temps, les budgets se sont épuisés. Et au lieu d'avoir des budgets supplémentaires, on est constamment face à des décisions politiques de raboter les budgets, diminuer les budgets. Et donc, on se retrouve dans une situation où on force la mise en place de ces systèmes de New Way of Working avec des espaces de travail partagés, parce qu'on réduit les surfaces, les superficies des bureaux, ça coûte moins cher, mais sans implémenter en même temps ce qui devrait l'être, c'est-à-dire organiser de manière plus ergonomique les bureaux, prévoir des espaces cocooning, etc., enfin ce genre de choses, prévoir le matériel ergonomique également suffisant à la maison pour le télétravailleur. Donc tout ça, ça coûte cher. Et comme on est face à une volonté de faire des économies sur le dos de cette numérisation et de ces nouveaux modes de travail, on se retrouve uniquement avec les désavantages du système. Après, il y a quand même un avantage qui est reconnu par tous les fonctionnaires, c'est que ceux qui doivent faire de longs trajets, qui font, en général c'est vers Bruxelles, qui doivent faire les navettes, sont contents de ne plus devoir le faire tous les jours. Mais c'est le seul bénéfice qu'ils peuvent vraiment en tirer. À côté de ça, ils se retrouvent à devoir travailler à la maison dans un espace qui n'est pas forcément bien adapté. Il n'y a pas d'intervention vraiment à suffisance, d'intervention financière à suffisance pour combler les frais que ça incombe, qui normalement incombent à l'employeur, mais qui aujourd'hui sont pris en charge par le télétravailleur. Je parle des frais, ce qu'on appelle l'indemnité de bureau dans notre jargon, mais ce sont les frais d'électricité supplémentaires, les frais de consommation d'eau, aussi les frais de catering. Quand on est au bureau, on a en général une petite tasse de café, soit à un prix réduit, soit gratuit. À la maison, ce sont des frais que le fonctionnaire doit maintenant quand même assumer, etc., etc. Donc, moi, je suis assez pessimiste à cause de cette toujours volonté et décision politique de continuer à faire des économies et de profiter de cette numérisation pour en faire continuer les économies. Voilà. Maar laat ons misschien toch ook niet. Mais ne soyons peut-être pas trop pessimistes. Regardons des avantages ou des exemples positifs comme Louvain, évidemment. Monsieur Ridouani, vous avez fait une évaluation, vous travaillez avec un plan pluriannuel et alors nous sommes confrontés à la crise Covid, il y a le choc et puis vous avez dit nous allons voir où nous nous situons dans ce plan pluriannuel. Quelles leçons avez-vous tirées de cette situation? Avec Louvain, nous avions beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, mais alors, évidemment, il y a la crise Covid. Eh bien, ce que j'ai constaté, je me suis rendu compte du fait que le rôle d'un service public ne doit pas être surestimé. Nous sommes une ville avec beaucoup de visages, beaucoup de nationalités, beaucoup d'étudiants. Et lorsque l'on voit comment nos collaborateurs se sont engagés dans l'année passée pour gérer cette crise Covid. En 3 jours, par exemple, lorsqu'on avait annoncé le confinement, ils ont créé toute une plateforme et tous les louvanistes pouvaient dire quels étaient les problèmes. On a essayé d'aider les gens. On a aidé avec les courses, avec les questions médicales, simplement être à l'écoute aussi. Et la ville et nos collaborateurs étaient le passe-partout pour tout organiser. La technologie existait, mais notre slogan, c'est « Nous voulons bien innover, mais pour améliorer la situation pour tous ». La technologie n'est jamais un objectif en soi. Les gens sont toujours en premier lieu.
et c'est important à le signaler. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Les gens qui entrent chez nous, le nouveau collaborateur, ce sont souvent des jeunes qui aiment bien travailler à la ville. Et ils ne voient pas les processus ou l'ICT. Ils veulent tout simplement faire de la ville un lieu où il fait mieux vivre. Et pour eux, ça a un sens. Et ils ne veulent pas s'isoler dans un petit coin ou travailler à la maison. Ils veulent être ensemble avec les collègues. Ils veulent travailler en équipe. Et je crois que ça, c'est un élément très important auquel il faut veiller. On ne va pas faire des économies dans les prochaines années. On va au contraire faire des investissements parce que nos collaborateurs sont la clé. Si eux, ils sont satisfaits, alors ça va se voir dans toute la ville. Et dernier élément, et non le moindre, la crise Covid a été très bien traitée à Leuven. Bon, ce n'est pas un concours, évidemment, mais de toutes les villes en Belgique, Leuven a le nombre de contaminations le plus bas, mais chaque jour, on a enlevé les immondices, on a fait le service dans les domaines publics, etc. Donc, tout le travail a continué à Leuven. Et cela veut dire quand même que dans le secteur public, on a des gens qui sont très engagés, absolument, et les gens qui entendent dire dans les médias qu'on peut travailler à la maison, eh bien, ces gens-là doivent sortir pour faire leur travail. Et vous dites aussi que parle de l'objectif, il est important d'enthousiasmer les travailleurs dans les villes. Christophe, ça demande une approche pragmatique. Bon, ça me fait plaisir d'entendre, évidemment. Bon, le personnel qui a continué à travailler, les services publics ont prouvé leur utilité. Bon, Leuven a l'avantage, c'est une ville universitaire, c'est une ville européenne de l'innovation. Donc, Leuven n'est pas une administration comme les autres. Ils ont les connaissances, ils ont les industries. Leuven est une ville pionnière à beaucoup d'égards et il y a eu une approche pragmatique et vous l'avez déjà confirmé, la technologie n'est pas une fin en soi, ça doit être un moyen. Quand on va digitaliser de nouveaux services, on va d'abord voir qu'est-ce que ça va rapporter. Est-ce que les systèmes, les applications qu'on lance via les citoyens, est-ce qu'elles sont assez efficaces? Est-ce qu'on peut garantir la sécurité? Parce que, il faut quand même attirer l'attention sur cet aspect de sécurité aussi. Mais bien sûr, le personnel est très important. Derrière tous les plans digitaux, il y a le personnel et les propositions. L'avantage de Leuven, c'est que Leuven était bien préparé. De façon analogue, tout était préparé, tout était en ordre et ce n'est qu'ensuite qu'on peut digitaliser. Et la collaboration, la synergie entre les connaissances qui étaient présentes, les bons contacts avec les citoyens, la politique de transparence, eh bien, tout cela a fait que la digitalisation n'était pas une accélération seulement, mais que ça a été profitable au personnel et aux citoyens parce que le personnel a prouvé pendant la crise du Covid qu'il était engagé et évidemment, quand il y a une crise, ce sont chaque fois les services publics qui sont là pour absorber les chocs et si les systèmes existe, c'est grâce au personnel. Donc, c'est sur le personnel qu'on peut compter. Et je crois qu'à Leuven, on a prouvé ça. Avec une question chez Bruno Lefebvre, j'ai l'impression quand on est à Ath, quand on vient de Ath, on s'appelle Bruno, c'est ça? Non? Bon, ok. Bruno Lefebvre, comment est-ce que vous faites ça à Ath, au fait, d'avoir cette numérisation dont on a parlé avec Mme Vandenhout, qu'on doit regarder d'un côté du citoyen et de l'autre côté, on doit bien évidemment aussi regarder ça du côté des travailleurs. Comment est-ce que vous trouvez des solutions à tout cela à Ath?
Mais je pense que ce que les intervenants précédents ont dit est vraiment important. Le service public a une fonction qui a été déterminante dans la crise, c'est que les fonctions ont toujours été réalisées, que ce soit dans la rue, que ce soit vis-à-vis des citoyens. Et la digitalisation, elle doit être effectivement profitable tant pour le citoyen que pour le travailleur. Sans le travailleur, on ne pourrait pas réaliser nos missions de service public. Nous, au sein de la ville d'Ath, on a eu la chance, et monsieur le directeur général, monsieur Boyle, qui est intervenu tout à l'heure, en a été un des principaux meneurs. Nous avons la chance d'avoir déjà été bien avancés en matière de digitalisation, de numérisation. Alors si on peut trouver évidemment un élément positif au Covid, c'est peut-être celui-là, c'est que finalement ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite en quelques temps pour justement assurer un service à la population dans des circonstances compliquées. Mais il est essentiel effectivement que le travailleur se retrouve toujours dans le travail que nous réalisons. J'entendais tout à l'heure Madame expliquer qu'elle pensait qu'on allait faire des économies sur le travailleur. C'est pas du tout ça l'objectif, évidemment. Si demain on propose au travailleur de faire du télétravail, il faut qu'il ait envie de le faire. Il n'est pas question de lui dire demain on veut faire des économies et donc tu vas passer 3 jours à la maison à travailler et tire ton plan. C'est pas du tout ça l'objectif. Si on veut que le service public continue à être ce qu'il est aujourd'hui, le travail et la dynamique qu'on doit mettre en place, elle doit aussi se faire avec les travailleurs, évidemment. Les citoyens sont demandeurs, mais les travailleurs sont l'élément essentiel si on veut arriver à quelque chose de positif. Sylvana, mais quand on entend tout cela, il faut quand même réfléchir à cette éducation, on en a discuté avec Saskia un peu plus tôt, on doit apprendre plein de choses et les temps sont passés qu'on apprenait un métier et qu'on pouvait l'exercer jusqu'à la fin de nos jours. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution, et pas uniquement pour les personnes qui sont dans les bureaux, etc., mais aussi pour toutes ces personnes qui ont des rôles opérationnels sur le tas? C'est un changement vraiment quand même important dans la manière de travailler, aussi bien dans le chef des collaborateurs, mais aussi pour les encadrants de ces collaborateurs, donc pour les chefs d'équipe, pour les directeurs, les responsables de service, etc. Et donc, il y a de vastes chantiers quand même, ça représente beaucoup de chantiers. Il faut un accompagnement dans la transition du changement de métier, voilà. Donc la fonction ne va pas s'exercer forcément de la même manière à la maison que sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail, il y a un contrôle social par les uns et par les autres qui n'existe pas quand on est isolé à la maison. Et il ne faudrait pas commettre l'erreur de remplacer ce contrôle social par un contrôle trop rigide et trop exigeant et restrictif quant aux tâches qui sont exécutées. Bon, moi, je peux vous donner des exemples où dans le cadre de collaboration signé entre le télétravailleur et son administration, il est prévu qu'il doit être joignable à certaines plages horaires, donc ça c'est normal, mais qu'on vérifie de manière aléatoire si c'est bien connecté via son PC, combien d'heures il a passé à tapoter sur son PC, etc. etc. Et donc, pour que ça se fasse de manière la plus optimale possible, ça doit se faire dans un climat de confiance. Et cette confiance, il faut aussi la prendre aux managers et aux chefs d'équipe. Il y a aussi la formation pour l'utilisation de ces outils numériques. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce qu'on est sur Facebook toutes les heures de son temps libre que l'on sait comment fonctionne Teams ou Skype ou autre, comment on peut utiliser ces outils-là ou d'autres outils informatiques. Et donc, il doit y avoir un accompagnement aussi, une formation qui est donnée pour cet apprentissage-là, pour tout le monde de manière égale, pas uniquement pour certaines fonctions. Ça doit être pour tout le monde, que ce soit le personnel opérationnel, le personnel de bas niveau, comme on a les non-universitaires, par exemple, comme on a chez nous. On constate que dans de nombreuses administrations, mais c'est surtout dans les grosses administrations, les formations sont aujourd'hui réservées aux cadres de niveau A, niveau 1, donc les universitaires, et les autres n'ont pas accès à ces formations. Donc ça, ce n'est plus possible, c'est plus acceptable. Et
il ne faut pas oublier les formations métiers. Donc, OK, il faut donner un coup d'accélérateur et mettre un focus certainement sur l'accompagnement pour apprendre et maîtriser ces nouveaux outils digitaux, mais à côté, il ne faut pas oublier l'accompagnement et l'apprentissage de l'évolution de son métier tout au long de sa carrière. Inderdaad, we moeten ons hele leven lang En effet, on doit ou on peut apprendre tout au long de notre vie. Madame Van den Hout, comment est-ce que vous gérez cette transformation digitale et comment est-ce que vous réussissez à inclure tous les niveaux? Eh bien, ce que nous constatons dans plusieurs agences flamandes, et nous travaillons aussi pour les administrations locales flamandes, c'est que la vitesse des projets de digitalisation augmente et qu'il ne s'agit plus uniquement des fonctions IT. Il y a souvent aussi des aspects juridiques, des décrets qui doivent être adaptés. Il y a aussi les différents processus. Il y a la question du financement, comment est-ce qu'on va financer les processus, etc. Et il s'agit évidemment aussi toujours des êtres humains. Ça, on ne peut pas l'oublier. Et on est passé d'une agence technique à un facilitateur de plusieurs dimensions. Et c'est ça notre focus. Et à ce niveau-là, on va travailler en partenariat avec du secteur privé. Un deuxième point que je tiens à souligner, c'est que à la fonction publique flamande, dans tout ce processus de digitalisation, on se focalise surtout sur l'automatisation, sur les guichets digitalisés et notre approche, en fait, bon, quand on voit à la fonction publique, il s'agit surtout des autorisations, etc. Donc, ces processus sont similaires et on essaie tout ce qui s'y rapporte, tout ce qui est influencé par des données, on essaie de intégrer ça dans des processus à l'avance. On essaie d'offrir un ensemble de services intelligents de sorte que le personnel peut utiliser cette information pour donner les autorisations, accorder des subsides, etc. On appelle ça un avis automatique. Les deux mots sont importants. Il ne s'agit pas d'une automatisation complète, il s'agit d'un avis automatique. Ça rend le travail plus intéressant. Ce sont parfois les détails qui sont importants pour les gens. Et ça permet d'attirer d'autres profils. Et c'est aussi mieux pour le respect des données privées, parce qu'on ne doit pas transférer les données d'une application à d'autres. On travaille davantage avec les résultats des données qu'avec les données. On ne doit pas savoir combien personne gagne. On ne doit pas connaître la date de naissance. On doit tout simplement savoir s'il a plus de 18 ans ou pas. Donc, ce sont des systèmes binaires. Ce sont des questions oui ou non. Et on peut déjà transmettre toutes ces données aux administrations, ce qui facilitera leur travail, ce qui rendra le travail aussi plus efficace. Et bon, il y a aussi le respect de la vie privée. On a des résultats de données, mais donc on n'a pas toutes les données. Non, donc on peut limiter le nombre de données qu'il faut transmettre. Ça, c'est un avantage. Donc, on peut mettre des filtres, etc. Et on fait d'ailleurs de lourds investissements pour respecter la vie privée, pour respecter la sécurité. Et on le fait à un seul lieu en Flandre.
et ça permet de donner beaucoup de données aux différentes administrations. Intelligence artificielle, quand on travaille avec des algorithmes, Monsieur de Gries, vous avez fait une étude. Quand on travaille avec ces nouvelles choses en RH, il y a peut-être aussi certains dangers. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager avec nous par rapport à cette étude que vous avez faite ? Oui, bien sûr, je pense que c'est un souci émergent dans le mouvement syndical européen. En tout cas, c'est l'évolution de ce qu'on appelle la gestion algorithmique du personnel, qui était évidemment une réalité présente bien avant la crise du Covid-19, puisque on sait que les systèmes d'intelligence artificielle, par exemple, sont utilisés depuis plusieurs années dans la présélection des CV, par exemple, dans l'embauche de nouveaux travailleurs. Je ne parle pas uniquement des services publics ici, mais des entreprises en général. Cela dit, avec la crise du Covid, on observe évidemment une évolution très très rapide vers le télétravail, dont on s'attend à ce qu'elle se maintienne d'une manière ou d'une autre dans les années qui viennent, puisqu'on voit en fait, les études montrent que l'espace bureau par travailleur se réduit en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Donc on voit là un indice de la stratégie des entreprises par rapport au télétravail. Et cette gestion algorithmique aujourd'hui profite en quelque sorte de cette évolution pour s'insinuer dans toute la relation d'emploi. Donc ça part de l'embauche, comme je l'ai dit, l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle, mais jusqu'au licenciement, puisque on sait que dans certaines entreprises, bon, pas encore en Europe, mais aux États-Unis, on a observé certaines entreprises que je ne citerai pas et qui utilisent des algorithmes pour licencier les travailleurs insuffisamment performants. Donc la décision de licenciement est prise automatiquement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Alors, entre l'embauche et le licenciement, il y a aussi toute l'organisation du travail, la discipline, la vérification, par exemple, des performances individuelles des travailleurs. Et puis, ça va même plus loin, puisqu'on a observé, par exemple, au Royaume-Uni, que de plus en plus d'entreprises utilisent des systèmes d'intelligence artificielle pour repérer parmi les travailleurs quels sont, en quelque sorte, les leaders d'opinion, quels sont les meneurs. Et donc ça signifie que l'on pourrait imaginer l'utilisation de tels systèmes algorithmiques à des fins, je dirais, contre-syndicales ou à des fins anti-syndicales. Je ne dis pas qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui, mais ce que l'on observe, en tout cas aujourd'hui, c'est que les outils sont là. Et donc, évidemment, les pratiques seront différentes dans les pays anglo-saxons, par exemple, ou plutôt germaniques ou méditerranéens, mais les outils, en tout cas, existent, sont présents et sont désormais utilisables. Donc, je pense que cela devrait nous amener à réfléchir, par exemple, à la régulation, la réglementation de cette gestion algorithmique du personnel, mais aussi à la négociation collective de cette gestion algorithmique. À partir du moment où les outils de l'intelligence artificielle remplissent les fonctions de management, eh bien, ces outils devraient, à notre avis, être intégrés dans les négociations collectives. Donc on doit passer du niveau peut-être très peur que des choses seront inventées au niveau que toutes ces choses sont déjà là, sachez-le, et utilisez-les de façon intelligente et garder l'humain central dans toutes les décisions. J'entends ce que vous dites. Monsieur Lefebvre, si on passe du côté du citoyen et cette fracture numérique, comment est-ce que vous avez des solutions? Comment est-ce que vous aidez vos citoyens à hâte par rapport à cela? Mais en tout cas, nous, en tant que pouvoir local, évidemment, la fracture numérique est un élément essentiel. On ne peut pas laisser une partie de la population sur le bord du chemin. Et donc, depuis la crise Covid, où on a finalement été obligé d'avancer très rapidement, on a dû maintenir un certain nombre de systèmes qui permettent, encore aujourd'hui d'ailleurs, aux citoyens de, par exemple, nous appeler. Vous parliez tout à l'heure du numéro rouge que M. Borrell avait gentiment pris pendant quelques semaines.
il a eu des centaines, si pas des milliers de coups de téléphone sur ce numéro, de gens qui soit voulaient même tenter l'expérience de l'e-guichet et donc voulaient tenter d'obtenir un document sur Internet mais n'y arrivaient pas. Et donc du coup prenaient leur téléphone parce que nous étions là pour pouvoir justement les accompagner. Et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut que la fracture numérique soit intégrée dans la réflexion, évidemment, parce qu'on a aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de travailleurs qui n'avaient pas cette formation, mais il y a aussi énormément de populations, souvent plus âgées ou en plus grande difficulté sociale, mais qui n'a pas accès à ces systèmes. Nous avons aussi, par exemple, un EPN, donc un espace numérique qui donne aujourd'hui des formations gratuites à la population pour les aider à s'approprier l'ordinateur, les iPads, etc. et qui leur permettent justement d'avancer dans ce cadre-là. Quand nous communiquons aujourd'hui à notre population, évidemment on le fait avec les réseaux sociaux, on le fait avec les sites internet, on le fait par mail, mais on le fait aussi en version papier. Dans le cadre du Covid, on a dû inviter les plus de 80 ans et puis les plus de 65 ans à se diriger vers les centres de vaccination. Mais on a fait des toutes boîtes à l'attention de ces populations pour être sûr qu'elles soient touchées également et qu'elles ne restent pas sur le côté. Et donc on sera évidemment forcé de faire les deux. On ne peut pas dire demain la digitalisation c'est l'avenir et tant pis pour les autres, bien sûr que non. On envisage même chez nous à mettre en place un e-guichet au sein de notre administration où les gens pourront être accompagnés sur les guichets pour venir voir comment est-ce qu'on fait pour prendre tel ou tel document. Et donc cet accompagnement, il me semble tout à fait indispensable aujourd'hui, ça c'est évident. Maar, Christophe van den Bulke. Mais, Christophe van den Bulke, si on a un tel guichet, on a quand même aussi besoin de quelqu'un de l'autre côté du guichet, quelqu'un capable d'offrir cet accompagnement. Quels sont, à votre avis, les points d'attention, des points incontournables? L'homme ou l'être humain est au centre de ce fonctionnement. L'on peut digitalisé à outrance, mais tout ce qui se trouve derrière les guichets est développé par les personnes. Et Mme Van den Hout dit en effet que des personnes qui font la digitalisation ont ainsi obtenu une fonction plus intéressante. Mais bon, j'espère qu'on pourra éviter que les personnes se retrouvent dans l'oubli, car si on se concentre uniquement sur les données et les algorithmes, cela voudrait dire que les personnes ne recevraient que des réponses standardisées. On a besoin de personnes derrière ces données. Les données sont souvent exactes, mais parfois on a aussi besoin d'un travail sur mesure. Et pour cela, nous avons en première instance besoin de personnel. Et les services publics sont donc là pour concilier le guichet, les données et les citoyens. Si on automatise, on digitalise à outrance, on ne pourra pas donner ce travail sur mesure. La plupart des personnes derrière le guichet le font de manière très convaincus, mais si les réponses sont préparées à l'avance et si on leur demande de se limiter à ces réponses, il y aura des tensions et je pense que la qualité du travail dépend en grande mesure des fonctionnaires, des collaborateurs qui offrent un service de qualité aux citoyens. On ne peut pas se limiter aux ordinateurs. Donc, en effet, on ne peut jamais perdre de vue les deux facettes. Monsieur, vous avez déjà évoqué l'innovation. Votre ville a été élue comme exemple. Quelles expériences souhaitez-vous partager avec vous? Des expériences dont vous êtes très fiers.
Eh bien, je suis très fière de nombreux aspects. Premièrement, notre lutte contre le changement climatique, la pauvreté, la maladie. L'Europe l'a reconnu et dit que les résultats dans le cadre de la crise sont exemplaires. Et puis, il y a Amsterdam, Paris, Barcelone qui étaient les derniers vainqueurs. Et donc, nous sommes là en tant que Louvain. Je trouve que Louvain a toute sa place. Nous avons lutté contre des villes importantes dont Vienne, Valence et ainsi de suite. Étant donné que Louvain mise fortement sur la collaboration, et c'est ce qui a été souligné par l'Union européenne aussi, nous avons cette forte collaboration avec les entreprises, les ONG, les citoyens, et c'est cette collaboration qui nous permet de réaliser des choses fantastiques. Or, cette collaboration ne veut pas dire que la ville essaye de renoncer à ses responsabilités. Nous essayons de faire cela ensemble. Nous sommes une ville de connaissances. Il y a des universités. Cela offre de nombreux avantages, mais tout dépend des choix que l'on opère. Nous avons ainsi choisi de recruter suffisamment de personnel. Aujourd'hui, même si ce n'est pas facile, nous continuons de recruter des personnes parce qu'on ne peut pas tout automatiser. Les autorités publiques sont complexes. Si je veux me tourner vers les quartiers, j'ai besoin d'assistants sociaux, d'agents de quartier. À mon avis, la technologie doit exister pour renforcer les services. Et je tiens par exemple à citer le guichet environnement. Lorsqu'on veut faire des travaux de rénovation, l'on utilise la voie numérique, mais lorsqu'on a déposé un dossier, nos collaborateurs prévoient le temps nécessaire pour rencontrer les personnes qui veulent faire les travaux. Et donc, c'est un aspect crucial, mais c'est aussi un choix délibéré. En tant qu'autorité publique, nous avons vraiment choisi de poursuivre nos investissements, de développer l'encadrement, d'offrir les mêmes services. Et je pense que cela est nécessaire pour offrir un service de qualité, de la sécurité, de la prospérité et une bonne atmosphère. Et comment entamez-vous ce genre de projet? Est-ce qu'il y a un groupe de réflexion, un think tank qui se réunit fréquemment, ou est-ce que la porte de la ville de Louvain est ouverte à tous ceux et celles qui ont une bonne idée? En fait, nous marions différents aspects. En fait, nous avons la notion de participation et collaboration radicale. Et cela n'est pas une coquille vide. Il y a quelques années, nous avons créé l'association Louvain 2030. Cette association se concentre sur la lutte contre le changement climatique et c'est une association qui invite les entreprises et les citoyens à devenir membres. Donc, il y a un lien direct et c'est une association qui porte ses fruits. La ville se développe, plus d'étudiants, plus de travailleurs, plus d'activités économiques, mais en même temps, nos émissions CO2 ont diminué. Donc, les autorités publiques doivent toujours être la force motrice et prévoir les moyens nécessaires pour atteindre les ambitions. Petit peu, c'est ce qu'on voit très fort dans le privé, cette ubérisation de certains services, cette co-création où on va vraiment essayer de travailler ensemble. Est-ce qu'il y a des exemples dans le secteur public où on a essayé ça? Est-ce que cela a fonctionné? Est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un autre aspect de la digitalisation de l'économie, c'est l'émergence de l'économie de plateforme, donc un nouveau business model dont on parle souvent via l'actualité avec Uber, Deliveroo, etc. Mais l'économie de plateforme va évidemment bien au-delà de ces exemples très médiatiques et on assiste au développement de plateformes de travail en ligne qui favorisent également des formes d'externalisation de tâches. Donc,
par exemple pour des tâches peu qualifiées ou des tâches plus qualifiées comme la traduction, la comptabilité ou l'encodage de données, etc. Il est de plus en plus aisé de faire sous-traiter ces tâches via des plateformes numériques. Or, ce que nous avons observé ici même en Belgique, c'est que Bipost, service public, a créé une plateforme qui s'appelle Parsify, qui aujourd'hui... c'était sans doute une expérimentation et aujourd'hui il est interrompu, mais cette plateforme visait à proposer par exemple à tout citoyen qui se déplace d'une ville à l'autre, donc par exemple je suis à Bruxelles, je dois me rendre à Gand, je vais voir sur Parsify s'il n'y a pas un colis à livrer de Bruxelles à Gand. Et donc je vais gagner 7 €, 8 €, 8,50 € en emportant le colis de Bruxelles et en le livrant à Gand. Donc c'est une forme de plateformisation finalement, ou d'ubérisation si vous préférez, du métier de facteur, disons, puisque je n'ai pas le statut ni de salarié, ni d'indépendant, ni de facteur, mais je vais remplir la tâche qui en principe lui revient. Donc ça montre que l'économie de plateforme peut effectivement se greffer dans certains cas sur des services publics aussi. Alors je ne connais pas le fin fond de l'histoire, mais je sais que depuis juillet dernier, cette plateforme de Bipost ne fonctionne plus. Donc est-ce que ça signifie, là je n'ai pas la réponse, est-ce que ça signifie que l'expérience a été considérée comme un échec? Mais en tout cas, cela montre que l'hybridation entre services publics et plateformes numériques de travail en ligne est possible. D'accord. Donc elle ne fonctionne plus. J'allais vous demander si on vous avait donné peut-être un petit colis pour moi à ramener. Mais non, ça ne fonctionne plus. Vous n'avez pas de colis pour moi. Je dois vous avouer qu'à titre de chercheur, je me suis inscrit sur une série de ces plateformes, dont Parsify. Donc c'est comme ça que j'ai constaté à partir de juillet dernier qu'il n'y avait plus de colis à livrer et que la plateforme ne fonctionnait plus. Mais je ne connais pas plus de travail pour vous en tant que livreur. En tant qu'expérimentateur social, voilà. D'accord. Par contre, Sylvana, je me demande, quand on entend ça, on a quand même ces statuts de travail au service public. On a les personnes qui sont contractuelles, mais on a bien évidemment aussi tous ces statuaires. Est-ce que ça ne poserait pas des soucis quand on commence à réfléchir sur des projets ainsi ? C'est un sujet très très sensible. Le service public n'est pas une entreprise comme une autre, parce que ses missions ne sont pas des missions de produire avec un objectif de rentabilité derrière. La raison d'être d'un service public, d'une administration quelle qu'elle soit, peu importe le niveau où elle se situe, c'est de rendre un service aux citoyens. C'est un service qui n'est pas monnayable, déjà, premièrement, et c'est un service qui doit être rendu de manière la plus juste et la plus équitable possible et la plus accessible possible. C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a eu la création des administrations en Belgique dans les années, fin des années 30, il y a eu la création d'un statut pour mettre des balises de protection de ces travailleurs pour leur permettre notamment de pouvoir exercer ces missions de service à la population sans être victime d'une influence politique quelconque. Donc, peu importe les partis politiques avec les couleurs politiques qui se succèdent à la tête des administrations, à la tête du gouvernement, le service doit assurer une continuité égale, équitable, accessible à tous les citoyens. Et ce statut a sa raison d'être. Il y a aussi des devoirs. Il ne faut pas croire que les fonctionnaires ont tous les droits. Ils ont aussi des devoirs, des obligations. Et on ne retrouve pas cet aspect de protection, cet aspect de donner l'indépendance nécessaire aux fonctionnaires pour pouvoir exercer ces missions. On ne le retrouve pas de la même manière dans le cadre d'une relation contractuelle, par exemple. Et donc, il y a effectivement des contractuels au sein de la fonction publique et on essaye, dans la plupart des cas,
de soit les faire glisser vers un statut ou en tout cas de leur offrir, leur construire un cadre de travail qui va reproduire les mêmes garanties qu'ont les statutaires. Et donc, quand j'entends l'expérience que M. de Gries vient de partager ici, je ne vais pas dire que ça me fait peur, pas du tout. C'est quand même un peu effrayant, mais moi personnellement, je n'en ai pas peur parce que le service à la population ne peut pas être ubérisé. Il ne peut pas être, il peut pas être donné par n'importe quel citoyen, le voisin, la voisine, le cousin, etc. On délivre des documents officiels. Il y a un statut derrière cette délivrance de documents officiels, par exemple. Après, il y a des fonctions plus aussi de contrôle, de vérification, de contrôle, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau fiscal, au niveau social, qui ne peuvent absolument pas être confiés à la première personne qui a envie de se dire je vais arrondir mes fins de mois en allant effectuer un contrôle sur un chantier, par exemple. Voilà, ça, pour moi, c'est totalement impossible et inacceptable. Oké, dus we moeten opletten. Il faut donc faire preuve de prudence. Et j'avais aussi une question pour notre ministre qui n'est pas là aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous la soumettre, Madame Van Hout, car je pense que vous pourrez donner quelques exemples. Comment est-ce que vous arrivez à améliorer la qualité du service tout en gardant l'être humain au centre de vos préoccupations? Vous avez dit que les décisions ne sont pas binaires. Avez-vous quelques nuances à apporter à ce discours? Il y a beaucoup de décisions ou de dossiers qui n'ont pas encore été automatisés, mais qui pourront être automatisés, étant donné qu'ils sont binaires. C'est aussi un avantage pour le citoyen. Il y a par exemple l'octroi automatique de droits, qui est une automatisation très sociale. On a vu au sein de l'autorité flamande qu'il y a eu une forte évolution et que 40 000 enfants ont reçu une allocation supplémentaire, des enfants pour lesquels cela n'avait pas été demandé auparavant. Et donc, c'est un droit qui a été octroyé automatiquement à beaucoup plus d'enfants. Et je pense que c'est une occasion à saisir, car cela nous permet de rendre le travail plus intéressant et d'aider plus de personnes, parce que si on n'avait pas cette automatisation, beaucoup de personnes n'auraient pas reçu leur prime pour l'école des enfants. Et donc, je pense qu'il y a encore de belles opportunités pour rendre nos services plus accessibles, plus proactifs. De nombreuses données sont obsolètes. Et parfois, on est à la traîne à cause de cela. Parfois, une situation évolue trop rapidement pour qu'on puisse suivre en tant que citoyen. Cela vaut aussi pour la mobilité. On ne veut pas avoir les données de hier quand on est un feu un feu rouge. Quand il y a une ambulance qui passe, le feu doit devenir rouge immédiatement. Donc, on a besoin de bonnes données au bon moment. Et donc, les détails sont essentiels. Et souvent, en tant que service public, nous sommes là pour gérer les exceptions. Et pour ces exceptions, nous avons besoin de personnes. Nous le constatons en permanence. Le nombre d'appels téléphoniques à notre numéro n'a cessé d'augmenter.
Et donc, on a encore besoin de collaborateurs pour l'accompagnement dans le cadre du processus numérique. Et cela fait aussi partie du plan de relance du gouvernement flamand. On mise fortement sur la fracture numérique. On veut mettre à disposition l'Internet à tout un chacun et on veut aussi développer les compétences. Ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est un paquet global. Mais en ce qui concerne mes données, je suis entièrement d'accord. Hein, si les données sur mon âge reste à 20 ans, je serais parfaitement d'accord. Mais donc, en effet, vous avez raison. Des données actuelles sont nécessaires. Monsieur Van den Bulck, votre rôle de délégué syndical est aussi amené à changer grâce, disons, à cette automatisation, digitalisation qui s'offre à nous. Y a-t-il des points que vous souhaitez évoquer à ce propos? Bon. La digitalisation, nos militants étaient déjà un peu familiarisés avec ces processus. Quand je vois comment nos militants, nos permanents communiquent par la voie digitale, ils connaissent tous ces instruments, tous ces moyens. Mais depuis la crise Covid, les choses ont changé d'un jour à l'autre. Et il faut quand même faire remarquer que le rôle des militants change. Je ne dis pas plus difficile, mais suite à la digitalisation, on a commencé à travailler avec Teams. On se réunit via Teams et pour des accords pratiques, pour prendre des dispositions pratiques, le système fonctionne assez bien et le système est efficace. Donc, on peut se réunir à 4-5 personnes pour dire, bon, qui fait quoi, pour quand. Donc, tout cela fonctionne bien. D'autre part, la négociation est en fait la tâche clé du syndicat. Négocier, c'est se regarder dans les yeux. Je vois qu'il y a des gens avec un masque, mais 80% de la communication, c'est le langage du corps. Donc, avec la digitalisation, ça se perd. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, la négociation via Teams, c'est très difficile et je crois que ça peut poser problème, que c'est vraiment déjà un problème à l'heure actuelle et les militants devront s'adapter à cette situation. Autre point important, nous sommes une organisation pour les affiliés et des affiliés, on veut servir nos affiliés. D'autre part, donc on a les moyens financiers proviennent des cotisations syndicales et dans le temps, on allait chez les gens pour donner quelques commentaires, pour dire ce que fait les syndicats, etc. Mais on ne le fait plus. Avec la crise du Covid, je ne sais pas si ça reviendra. Donc, il faudra de toute façon se réorienter pour adapter la communication vis-à-vis des affiliés. Donc, je ne sais pas si l'ancien système va revenir et je crois que ce sera un défi majeur pour nos militants. Réunir les gens, établir une certaine solidarité sur le lieu de travail, eh bien, ce ne sera pas une sinécure. Donc, on pourra le faire partiellement via la voie digitale, mais je crois que le contact personnel restera crucial. Merci, Christophe. Tellement de minutes, mais je me demande, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter sur ce rôle du syndicat? Christophe a déjà dit beaucoup. Hein. En fait, il a dit l'essentiel. Nous sommes dans un travail, hein, le travail syndical, c'est un travail de contact. Et donc, on doit absolument pouvoir retrouver ce contact avec nos affiliés aussi, avec nos militants, mais avec nos affiliés, parce que nous avons aussi un rôle d'accompagnement, de défense des affiliés. Et donc, on peut profiter de ces outils digitaux pour gagner du temps dans certaines situations, des échanges d'informations. Il y a certains, peut-être, entretiens qui pourront se faire à distance et plus forcément
forcément en présentiel, on évite les déplacements, mais on ne pourra absolument pas faire fi des contacts directs. Et effectivement, pour les négociations, c'est impossible. Nous ne sommes plus du tout dans la même dynamique et nous sommes totalement déforcés, affaiblis en matière de concertation-négociation. Merci beaucoup. Ik wil jullie heel... Je tiens à vous remercier de tout cœur. Chers collègues du panel, on a pu organiser cette discussion Corona-proof. Merci Sylvana, Barbara van den Houten, Christophe de Kriese, Bruno Lefebvre, Bruno Boel. Ik wens jullie nog een heel... Merci, bonne journée à vous et à bientôt.